Ok, vous m'entendez? Bonjour tout le monde. Du coup, oui, on parlait de Clip. Donc Clip, c'est plutôt un modèle multilingual, multi-modal language model. Et en gros, bon, on va voir ce que c'est. En fait, on a parlé jusqu'à présent de unimodalité. Donc, il y a Mathieu qui nous a parlé de Dino. Donc, c'est un modèle très performant au niveau de la vision. Donc, il arrive à vraiment extraire beaucoup d'informations caractéristiques dans une image. On a aussi parlé de modèles de langage, donc avec Bastien et Julia, notamment au niveau de Llama. Donc, en fait, on obtient un modèle très puissant en termes de langage qui a vraiment une bonne représentation dans l'espace latent du texte. Maintenant, on va parler de multimodalité. Donc, en fait, on va combiner à la fois le langage et la vision. Donc, c'est pas forcément langage et vision, ça peut être double modalité. Donc, plus tard, il y aura Axel et Nico qui vont parler de texte et audio, mais c'est le même principe. En fait, ça permet de combiner deux modalités, notamment par exemple pour faire ce que on a vu avec Dall-E et Midjourney, pour générer une image à partir d'un texte. Donc, il faut combiner deux modalités différentes, texte et vision. On peut aussi faire ce qu'on appelle du image retrieval. Donc, notamment, là, j'ai mis sur à droite. Donc, par exemple, on peut chercher sur Internet ou bien sur notre téléphone des images, rien qu'à partir du texte. Donc, ça devient possible maintenant. Et le mot-clé qui sort souvent pour la multimodalité, c'est ce qu'on appelle l'alignement, donc alignment. En gros, on va aligner deux modalités dans l'espace latent d'un modèle. Et donc tout ça, en fait, ça a été possible grâce à un modèle qui s'appelle Clip, qui a été du coup fait par OpenAI. Et en fait, juste après, il y a eu énormément d'applications. Donc on peut notamment le voir avec le nombre de citations actuelles. Donc il est sorti en 2021, il y a 12 000 citations déjà. Et il y a énormément en fait de use cases actuellement, même en production. Donc en fait, parle vraiment de modèles de fondation. Notamment parce que ça permet, c'est le premier modèle qui a vraiment réussi à combiner deux modalités qui sont le texte et la vision. Et du coup, comment est fait Clip? Et c'est quoi Clip? Juste qu'on va voir. En fait, Clip, c'est en gros, l'idée est très simple derrière, mais c'est vraiment le dataset. OpenAI ont réussi à collectionner un énorme jeu de données, plus de 400 millions de paires de textes et images sur Internet. Et en fait, notamment, c'est une image avec, souvent on trouve un peu de texte sous l'image, en fait, qui décrit un peu ce qui se passe dans l'image. Donc rien qu'à partir de ça, donc avec une tâche, du coup, dont on parlait du SSL ou bien d'une tâche prétexte, ils vont réussir à entraîner un modèle sur ce genre de paire d'images et de textes. Et au final, ils vont obtenir un image encoder, donc un réseau d'images très puissant et un réseau de textes très puissant qui peuvent communiquer l'un et l'autre. Donc comment ça marche? En gros, on a notre dataset de paires de textes et images. Donc là, on a des paires avec une image de chien et un texte de chien, ainsi de suite. Et on va entraîner jointement un text encoder, donc un réseau qui va avoir l'entrée du texte, et un réseau qui va avoir l'entrée de l'image. Et à la sortie de chacun de ces réseaux, donc on a du coup ce qu'on appelle l'espace latent ou latent space, une représentation de chacun de ces composants du coup de texte et image. Et ensuite, ce qu'on va faire, vu qu'on sait déjà qu'il y a une parité entre le texte et l'image, on va maximiser la similarité entre les paires qu'on a déjà, et on va essayer de pousser le plus possible dans l'espace latent les paires négatives. Donc en fait, si on a une image d'un chien avec la paire associée de texte, on va vraiment essayer de maximiser ce qu'on appelle en fait la similarité. Donc en gros, c'est un produit scalaire entre la représentation latente du texte et celle de l'image de cette paire-là. Et on va essayer de minimiser la similarité entre cette image-là et le reste des textes, et vice-versa. En gros, en termes de loss, ça ressemble à ça. En fait, on a d'une part, au niveau d'une image, on va essayer de maximiser, du coup, sur le softmax en haut, la similarité entre l'image et son texte associé, et minimiser le reste des textes. Et vice-versa, au niveau du texte, on va faire pareil. On va maximiser la similarité et minimiser au niveau des autres images. Et du coup, rien qu'avec cette tâche-là, et en le faisant sur énormément de données, avec de gros réseaux notamment,
on obtient au final deux encodeurs, donc un pour le texte et un pour l'image, qui sont très puissants et qui au final ont cette notion de similarité entre le texte et l'image. Donc on commence à parler vraiment d'alignement, à faire le pont entre deux modalités différentes. Ok, et du coup, on fait une descente de gradient sur les deux en même temps. Et du coup, une fois qu'on a entraîné ces deux réseaux, donc en fait, ça a été fait par OpenAI au tout début. Probablement, ça coûtait pas mal euh, d'argent et de puissance de calcul. Le DAS, en fait, au final, ce qu'on obtient, c'est de réseaux puissants qui qui permettent de faire gratuitement ce qu'on appelle du zero-shot classification. Où en gros, j'ai une image d'un chat et je veux reconnaître c'est quoi la classe de mon chat, de cette image-là. Eh bien, d'abord, je vais la faire passer par une image encoder, donc je vais avoir une représentation dans l'espace latent de cette image-là. Ensuite, je vais avoir un pool de classes candidates que j'aurai en entrée. Donc, ça va être en fait, chat et par exemple oiseau et voiture. Ensuite, alors on va utiliser ce qu'on appelle un template. Donc pour que en fait, les auteurs se sont rendus compte pour que ça marche bien. Souvent, on a besoin de mettre une sorte de contexte. Donc a photo of a car, a photo of a bird, a photo of a cat. Ensuite, on va faire passer ces textes-là par notre texte encodeur et on aura trois classes candidates ou trois prototypes de classes. Et après, il suffit de faire la similarité entre cette image de chat et les classes candidates. Et la classe de mon image, c'est celle qui maximise la similarité avec, c'est le texte qui maximise la similarité avec mon image. Donc, comme on peut voir ici, en fait, on arrive à reconnaître que c'est le chat. Et donc, c'est assez puissant puisqu'au final, on parvient à faire de la classification gratuitement, rien qu'à partir d'un réseau qui a été entraîné sur un énorme jeu de données, mais qui n'a pas en soi la notion de classification derrière. Au début du deep learning, ou même jusqu'à du coup, avant l'apparition de Clip, souvent, pour faire de la classification, on va entraîner sur ImageNet, par exemple. Donc, on a un pool de classes fixé. Alors que là, on commence à parler de Open Vocabulary Classification. Donc, on peut faire de la classification pour n'importe quelle classe qu'on veut, et on n'a pas forcément besoin d'avoir au préalable des exemples appartenant à cette classe-là et qui sont bien définis. Il suffit juste d'avoir, en fait, rien qu'à partir de beaucoup de données dans lesquelles ces exemples-là figurent, du côté texte et du côté image, on parvient à faire de la classification gratuitement. Ok. Le second en fait, avantage de ce modèle-là, c'est qu'on peut faire du image retrieval, comme j'avais montré tout au début avec l'image du téléphone. Donc en fait, on a un pool d'images et ce qu'on peut faire, c'est chercher l'image qui correspond le plus à notre texte qu'on cherche. Donc je cherche par exemple dans un jeu de données une image de canard. Il suffit de donner en entrée canard comme texte. Bien sûr, on va mettre un peu de contexte en photo of a duck ou bien canard. Et en sortie, on aura l'image qui maximise la similarité avec le canard. Et du coup, au final, on obtient notre image comme on le désire. En termes de performance, qu'est-ce que ça donne? En fait, pendant longtemps, il y a eu un problème au niveau du deep learning, c'est que, comme m'avait mentionné au tout début Vincent, c'était la généralisation. Donc souvent, on va avoir un test set sur lequel on va tester les images, sauf que souvent, ça va rester sur du in-domain. Donc ça va rester des images relativement similaires aux images sur lesquelles on a entraîné. Notamment sur ImageNet, on va avoir des images d'entraînement et des images de test. Par contre, le souci qu'on avait, c'était que ce genre de modèle qui était entraîné sur ImageNet avait très peu de performance sur des datasets qui avaient un shift de distribution par rapport à notre jeu de données de base. Donc, ce qu'on appelle du cross-domain ou out-of-distribution generalization. Mais il se trouve que puisque Clip a été entraîné sur tellement de données, en fait, il performe très bien dans des tâches de cross-domain. Donc, notamment, il y a des variantes d'ImageNet. Donc, le plus dur, c'est ce qu'on voit en bas, c'est ImageNet Sketch. Donc, c'est les mêmes classes, mais c'est juste des sketchs de ces classes-là. Et les modèles de classiques, je n'arrivais pas du tout à avoir une bonne performance sur ce genre de jeu de données. Par contre, Clip, en fait, détruisait tout l'état de l'art à l'instant où il est sorti, puisque en fait, derrière, ces images existent dans le jeu de données de Clip de base. Donc, c'est juste qu'ils ne sont pas définis
comme classiquement fait sur ImageNet avec une image, voici sa classe correspondante, mais à partir d'un pool de paires de texte et images. Et donc, au niveau de sur ImageNet elle-même, on est au même niveau de performance que sur un ResNet standard sur ImageNet. Par contre, sur les autres datasets, eh bien, il oblitère tout le reste. OK. Maintenant, je vais juste définir rapidement ce que c'est que le linear problem, parce qu'on en aura besoin juste après. Donc, souvent, ce qui se fait en classification ou bien en transfer learning, c'est qu'on va entraîner d'abord un réseau, peu importe la tâche, peu importe le dataset, et on peut faire du transfer learning, c'est-à-dire on aura une nouvelle tâche, on peut utiliser l'extracteur de Karatasi ou bien l'image encoder qu'on avait avant, et on peut ce qu'on appelle, enfin, comme avait dit Vincent, le freeze, bien le glacer. Et en gros, on va on va bloquer ces poids. On va pas faire de mise à jour de ces poids-là. On va juste faire une descente de gradient sur une couche ou bien plusieurs couches sur lesquelles on va entraîner sur notre nouvelle tâche. Donc ça, souvent, on l'appelle, lorsqu'on a juste une couche linéaire, on va l'appeler linear problem. Et donc, si on regarde en termes de performance en moyenne sur beaucoup de jeux de données, notamment cross-domain, donc il y a des images satellitaires, il y a des images très différentes de ImageNet, eh bien là, c'est la performance moyenne dans le papier de clip. Et on peut voir que rien qu'avec le zero shot, rien qu'avec le nom de la classe de chacune de ces classes-là, on arrive déjà à un niveau de performance très bon, donc comparé aux autres méthodes existantes lorsqu'on fait du linear probing avec peu de shots. Donc là, c'est vraiment la performance moyenne sur les datasets. Et ici, en variant le nombre d'exemples par classe qu'on donne au linear probing. Donc on peut voir que déjà, en 0 shot, on arrive à 4 shots de performance. Et la courbe en violet, en fait, c'est clip en soi, mais c'est juste le image encoder qu'on a pris et on va faire du linear probing dessus. Donc là, on se dit déjà, il y a un petit problème. Parce qu'au final, on a une très bonne performance en 0 shot, sauf que si on prend juste l'encoder de clip, l'image encoder de clip, eh bien, en fait, il faut quelques shots, il faut dépasser 4 shots pour avoir un bon niveau de performance par rapport au 0 shot clip. Et donc là, les gens se sont dit, en fait, est-ce qu'on ne peut pas exploiter à la fois le 0 shot, la puissance de 0 shot de clip, et le fait qu'on peut faire on a accès à quelques shots supplémentaires. Et donc combiner le texte et les peu de shots dont on dispose pour faire de la classification encore mieux que dans ce qu'on peut faire actuellement. Puisque là, il faut plus que 4 shots pour rien qu'arriver à la performance du 0 shot clip. Et donc ici, il y a eu deux familles de méthodes, donc ce qu'on appelle en fait du few shot adaptation de clip. Il y a deux familles, je vais les citer. Donc la première famille, c'est ce qu'on appelle du prompt tuning. Bien, les premiers auteurs du prompt tuning, en fait, se sont rendus compte en jouant un peu avec les templates. Donc, j'avais mentionné au début, on a eu ce qu'on appelle en fait un template. Donc, on peut avoir le nom de la classe tout seul, mais on peut avoir aussi un photo of ou bien un photo of et ainsi de suite. Et ce qu'on peut voir, par exemple, sur l'image de droite avec les fleurs, eh bien, la performance en changeant le template qu'on a impacte énormément. En fait, le template qu'on a impacte énormément la performance en termes d'accuracy. Notamment, si on met a type of flower, ça donne beaucoup plus de contexte, donc on a encore mieux de performance. Notamment aussi au niveau des images satellitaires. Et donc, les auteurs du papier, en fait, se sont dit pourquoi pas, carrément, on va reverse engineer le process et on peut chercher les meilleurs prompts à trouver, en fait, pour à maximiser la performance. Donc, en gros, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ont le nom de la classe, ils vont avoir des tokens qu'ils vont initialiser et ils vont faire en fait, ils vont entraîner le modèle à trouver les meilleurs tokens à utiliser comme template. Donc, au final, ça se résume dans cette figure-là. Ils ont le nom de la classe, ils ont ce qu'on appelle des learnable tokens avec les différentes classes de leurs tâches de classification. Et ils ont leurs images et ils vont maximiser la similarité entre l'image dans l'espace latent et les textes dans l'espace latent. En fait, leur loss, c'est la similarité. Et ils vont faire au lieu de faire une descente de gradient sur l'image encoder, le texte encoder comme le faisait Clip, ils vont le faire sur les learnable tokens. Donc tout est figé sauf ces learnable tokens. Alors, en fait, c'est une sorte de reverse engineering du process en faisant une descente de gradient sur les entrées.
Et en faisant ça, ils arrivent à une très bonne performance. Donc on peut voir sur la figure ici, sur les images de Caltech, on arrive quand même à pas mal de performance. Et c'est encore plus flagrant au niveau des images satellitaires, puisqu'on passe de 24% d'accuracy jusqu'à 83%. Donc c'est en fait énorme, alors qu'ici, ils ont juste 16 images par classe qu'ils utilisent. Et donc là, en fait, c'est la performance qu'ils obtiennent en moyenne sur plein de jeux de données par rapport au niveau en fonction du nombre d'exemples qu'ils utilisent. Et si le near prob ici en pointillé, c'est le near prob de base qu'on avait. Donc là où on voyait qu'à partir de 4 shots, on arrivait à la performance du 0 shot. Eh bien là, avec un shot, on a un peu plus de performance que le 0 shot. Et avec 4 shots, en plus le texte, on est encore mieux que ce qu'on avait avant. Et donc, il y a beaucoup d'utilité d'utiliser ce genre de méthode. Le seul souci avec cette méthode, c'est qu'en fait, elle manque un peu d'interprétabilité, c'est-à-dire les tokens que les auteurs, en fait, que la méthode nous donne. Si on regarde, en fait, c'est des tokens aléatoires qui veulent rien dire. Au début, on se dirait qu'au final, ça correspond à, par exemple, une fleur ou des trucs un peu similaires. Mais en fait, c'est un peu du overfitting. On va prendre vraiment des tokens qui vont maximiser le plus l'accuracy sur nos tâches. Ok. La seconde famille, en fait, c'est assez simple. L'idée, c'est en fait ce qu'on appelle du feature adaptation, mais en gros, on a notre linear probe standard. Donc souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va initialiser ce linear layer aléatoirement. Bien là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a notre texte. Donc on a nos deux classes, on a les embeddings de texte de ces deux classes, et on va venir initialiser cette linear layer avec ces poids de texte. Donc au final, on aura une initialisation qui démarre du texte, et on va faire une descente de gradient sur notre tâche de few shot. Donc c'est un peu bizarre la façon de le faire, mais au final, l'interprétation derrière, c'est que le fait d'initialiser avec du texte, c'est comme une sorte de régularisation, puisqu'au final, on ne s'éloigne pas trop du texte, mais on va chercher à faire quelques pas de descente de gradient pour vraiment maximiser la performance sur notre tâche, tout en restant proche du texte de base, parce qu'au final, l'initialisation a été faite, démarre à partir du texte, et on fait juste quelques pas de descente de gradient. Hop, oui, en fait, on peut faire soit au niveau du linear probe, mais aussi on peut à la fois entraîner ce linear layer et en même temps faire une petite descente de gradient sur des poids du réseau. Donc notamment avec ce qu'avait mentionné Vincent au début, les adapteurs par exemple. Donc on peut avoir quelques couches intermédiaires où on va mettre à jour quelques poids dans notre image encoder. Donc ça aussi, ça se fait. Notamment, c'est ce qu'on voit ici entre la courbe orange et la courbe rouge. Donc, la méthode de base sur le plan de tuning, c'est coop. Donc, c'est la courbe mauve, qui déjà est pas mal par rapport au zero shot clip. Et le fait juste d'entraîner avec la couche qui est initialisée avec le texte, on arrive à des niveaux de performance assez bons. Et l'avantage de cette méthode, c'est qu'on n'a pas besoin de faire une descente de gradient qui va parcourir tout le réseau, puisque dans le prompt tuning, il faut faire passer le gradient sur tout le réseau, donc souvent c'est assez coûteux. Alors qu'ici, en fait, on peut tout freeze et le faire. On peut même calculer les features en avance et faire la descente de gradient qu'au niveau de la linear layer. Ok. En termes de timing, alors, Clip, à la base, c'était fait par OpenAI, mais l'un des principaux soucis, c'est que le dataset n'est pas public. Les poids sont disponibles, tout le monde peut les utiliser. Par contre, le dataset en soi n'est pas disponible sur Internet. Donc ça, en fait, ça cause plein de problèmes, puisque déjà, on ne sait pas sur quoi ça a été entraîné. Et le second souci, c'est que en termes de fairness, en fait, on ne peut pas reproduire ce genre de résultats. Donc là, il y a eu une fondation qui s'appelle Lion, qui est une fondation open source, qui a open source plein de données, de paires de textes et images, qui s'appelle Lion. Donc ils ont Lion 400 millions, Lion 2 billion. Donc là, c'est juste le nombre de paires de textes et images. Et récemment, ils ont arrivé à scale jusqu'à 5 milliards de paires de textes et images. Donc c'est énorme en termes de quantité de données. Et ils vont reproduire Clip avec leurs propres ressources, donc ce qu'ils vont appeler OpenClip. Donc c'est un papier qui est sorti il y a 2 ans à peu près. Et en fait, du coup, le modèle entièrement est disponible, le dataset est disponible, donc c'est du full open source.
Et on peut voir en termes de performance, alors là c'est le modèle de OpenAI. Bon, ils ont plusieurs variantes, mais là c'est la variante VIT large avec 14 de patch lorsqu'on prend des crops. Et en termes de performance, 75% sur ImageNet. Et là, leur reproduction la plus proche, c'est celle-ci. Et ils ont encore de meilleures variantes. Donc ils ont une variante avec un modèle encore plus grand qui a de très bonnes performances. Mais du coup, il y a eu pas mal de variantes de clips qui sortent récemment. Il y a aussi Meta qui a sorti MetaClip, qui aussi, en fait, ils ont leur propre jeu de données. Mais c'est toujours à peu près la même méthode d'entraînement, cette façon d'avoir une contrastive loss qui va maximiser la similarité entre les paires positifs, entre texte et image. Mais au final, ça se joue vraiment sur le type de données et la qualité de la donnée sur laquelle on entraîne. Ensuite, il y a eu récemment par Meta ce qu'on appelle ImageBind. Donc ImageBind, en fait, c'est une attempt. Ils ont essayé de se dire. Pardon. En fait, ils se sont dit, on a un alignement maintenant entre texte et image, et il y a d'autres jeux de données qui contiennent des alignements, on a des jeux de données qui ont des paires, par exemple notamment entre du coup texte et image, mais aussi entre audio et vidéo, puisqu'on a image du coup dans les vidéos. On a aussi tout ce qui est sensor data avec les images. Et donc notamment, ce qu'on peut voir, le point commun, c'est l'image. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont entraîné plein de clips avec, entre audio, image, texte, image, depth sensor, data et image, ainsi de suite. Et ils vont ensuite faire les pans entre les différentes modalités, avec le point commun, c'est l'image. Et ce qu'ils obtiennent au final, c'est un modèle qui parvient à combiner toutes ces modalités et qui parvient à faire le pan d'une modalité à l'autre, notamment pour passer du texte vers sensor data, ou bien vers des données thermiques. Et donc, avec toujours le point commun, c'est l'image, mais qui permet de faire, en fait, de bypass cette image pour passer d'une modalité à l'autre. Et donc, c'est un peu leur façon de faire un modèle qui va unifier toutes les modalités possibles. Ok. Alors là, du coup, hein, pour résumer un peu, en fait, on va parler souvent maintenant de Open Vocabulary. Donc, j'avais mentionné ce terme-là au début de la présentation. Et en gros, on est en train de passer d'une phase de, on va entraîner sur un jeu de données clos avec des classes closes vers le fait d'utiliser tout le vocabulaire possible grâce au texte. Donc avant, on faisait la classification avec des classes prédéterminées. Maintenant, en utilisant le texte, on peut faire la classification sur n'importe quelle classe dont on veut. Ça, c'est au niveau de la classification, mais on peut le faire aussi au niveau de la détection d'objets. Donc, il y a des méthodes maintenant qui permettent de faire de la détection d'objets en utilisant des prompts de texte en entrée. Donc, par exemple, on a des images, on va reconnaître le chat noir, bien suite de dire OK, chat noir comme prompt, et on va reconnaître les chats noirs. Si on dit chat beige, eh bien, la tâche change rien qu'à partir du prompt ou du texte. Et pareil pour la segmentation image, donc on peut faire pareil maintenant. Donc en fait, Clip, ça a vraiment initié tout un domaine de Open Vocabulary, mais pas que dans la classification, dans d'autres domaines notamment, dans Object Detection et Image Segmentation. Ok, un dernier truc que je voulais aussi mentionner, c'est ce qu'on appelle du Visual Question Answering. Donc grâce à Clip notamment, en fait, maintenant, vu qu'on peut combiner du texte et de l'image, eh bien, on peut voir maintenant des modèles vraiment multimodaux qui vont à la fois générer du texte et en fait, comprendre des images. Donc, pour l'instant, en fait, il y a des modèles qui génèrent aussi des images, mais là, je me suis focalisé principalement sur des modèles qui peuvent lire du texte et de l'image aussi. Donc, notamment ici, avec un modèle qui s'appelle Flamingo, on peut lui donner une image. Il peut lire, un peu, entre guillemets, lire, comprendre l'image et interagir avec l'utilisateur. Il y a même maintenant avec DALL-E 3 qui permet de aussi générer des images par la suite. Et comment ça marche notamment? En fait, c'est grâce à la puissance des transformers, donc surtout la tokenisation. Donc, puisque on peut tokeniser du texte, on peut tokeniser de l'image, eh bien, en fait, on peut considérer des tokens de texte et d'image comme étant des vecteurs de la même
la même source. Et en gros, on peut les combiner ensemble dans une phrase, pardon, dans une séquence de tokens. Et notamment ici, on peut avoir du coup, par exemple, une image, on va la couper en plusieurs tokens. On peut faire pareil pour le texte. Et au final, on a notre séquence qui combine à la fois texte et image pour faire du coup, des prédictions plus tard. Et pour conclure, on va faire un peu de notebook du coup. Et on va faire un peu de zero shot avec Clip. Donc là, vous trouverez le notebook dans le Git du Foundation Day. Mais en gros, j'essaie de mettre un peu les bases pour utiliser Clip, notamment en zero shot. Donc là, c'est juste, on va installer les paquets, notamment Clip OpenAI, donc le modèle de Clip. Ensuite, quelques imports pour juste les utiliser. Et là, en fait, vu qu'il y a plusieurs versions de Clip, là, je vais me focaliser sur la VIT Base 16, mais il y a d'autres modèles aussi. Avec Ryzen 50, le plus petit, mais il y a aussi VIT Large, le plus grand, donc en fonction de votre GPU. D'ailleurs, ça tourne aussi sur un ordinateur laptop standard. Donc, j'ai testé sur mon Mac et ça tourne parfaitement. OK. Ensuite, là, c'est juste des transformations, vu que en fait, c'est comme tout modèle, il faut faire un peu de normalisation et resizing. Ensuite, là, on a un petit jeu de données. Donc, c'est ce jeu de données-là que j'avais choisi au pif. Donc, on a des images d'oiseaux, des images de voitures et des images de fleurs. Hop, je peux lancer. OK. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire ces embeddings-là. Donc, je vais revenir peut-être à la slide, comme ça on... Ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire les embeddings de nos images ici. Et pareil pour le texte. Donc là, comme on peut voir, en fait, c'est de taille, on a 12 images et chaque embedding est de taille 512. Et c'est très important de mentionner que le texte et l'image ont la même taille d'embedding. Puisque en fait, là, ce qu'on fait dans l'espace latent, c'est une similarité entre le texte et l'image. Donc il faut nécessairement qu'ils aient la même taille. Pareil pour le texte. Donc là, c'est juste ma fonction qui va prendre en fait mes prompts et ensuite qui va faire passer le texte par mon encoder de texte. Donc un petit détail, alors, je crois que j'ai sauté un truc. Non, c'est bon. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est que on va avoir comme prompt, par exemple, on va faire du image retrieval. Donc on a notre jeu de données et on veut extraire une image selon le texte qu'on va lui donner. Et donc ici, je lui donne par exemple Blue Flower comme étant le texte que je veux, bien l'image que je veux retrouver. Et j'ai une fonction retrieve. En gros, ce que ça va faire, c'est que ça va faire passer mon texte par mon modèle. Ensuite, ça va faire une similarité. Donc, un point important, c'est que les features sont normalisées. C'est-à-dire qu'ils ont chaque vecteur a une norme 1, donc ce qui permet de faire une cosine similarité qui revient à faire un produit scalaire entre les deux vecteurs normalisés. Donc c'est ce que je fais ici dans cette ligne-là. Je normalise d'abord chacun des images et textes, et ensuite je fais la similarité. Et je retrouve l'image qui maximise le plus la similarité avec mon texte. Donc là, quand je mets Blue Flower, par exemple, eh bien, ils vont sortir l'image bleue, la fleur bleue. Si je mets Blue, alors en fait, il pense que c'est Blue comme étant. Alors, par contre, si je lui donne un peu plus de contexte avec Blue Car, et là, il va me sortir la voiture qui est... Et souvent, ce qui est bien, c'est de lui mettre a photo of Blue Car. Et là, ça devrait potentiellement marcher encore mieux. Un truc marrant, c'est que... Bon, là, je me focalise un peu sur les voitures, mais si je mets par exemple le Audi, il va vraiment savoir ce que c'est qu'une Audi. Si je mets Toyota, il va comprendre que c'est la voiture en fait Toyota. Et si je lui donne Yellow Toyota, eh bien là, il va retrouver l'image, bon, c'est une Hyundai, mais au final, il va chercher l'image d'une voiture jaune. Et donc, si je mets a photo of a yellow flower, là, il va me sortir celui-là. Et il comprend aussi le français. Donc, j'avais mis l'exemple de canard. En fait, il arrive à retrouver ce que c'est qu'un canard à partir de mon jeu de données.
Ok, donc ça c'est pour l'image retrieval. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est de la classification. Donc, on peut avoir un pool de classes candidates et on va faire de la classification sur nos jeux de données. Donc là, j'ai mis trois classes candidates, puisque en fait, c'est les classes que j'ai. Donc c'est bird, car et flower. Pour vraiment avoir le meilleur de mon modèle, je peux utiliser le template, donc a photo of. Et ce que je vais faire, c'est que mes textes seront a photo of a bird, of a car et of a flower. Je vais avoir mes embeddings de texte, donc trois embeddings de texte de taille 512. Et on va venir calculer la cosine similarité entre mon texte, ou bien mes textes, et mes images. Donc là, je l'ai mis en forme de heatmap, mais en gros, sur cet axe-là, j'ai mes 12 images. Sur cet axe-là, j'ai mes trois classes. Et là, on peut visualiser la similarité, la cosine similarité entre chacun des textes et chacune des images. Et on peut voir, en fait, il y a une diagonale puisque les quatre appartiennent à la première classe, et ainsi de suite, et ce qui maximise la similarité. Souvent, sur Clip, les cosines similarités sont aux alentours de entre 0,1 et 0,3, 0,3,5. Ça dépend vraiment de la taille la capacité du modèle, mais en général, on tourne aux alentours de ces valeurs-là. Alors, les cosines peuvent être négatifs, mais vu qu'il y a tant entraîné à maximiser la similarité entre image et texte, eh bien même entre une image lambda et un texte lambda, il arrive quand même à avoir une similarité positive. Ok, là je vais faire du coup la classification sur toutes les images. Eh bien en fait, on se retrouve avec une classification de 100%, le modèle est vraiment performant. Et là, il classifie toutes mes classes de bird, là en car et là en flower. Je peux aussi m'amuser un peu avec le nom des classes. Donc, on peut changer les classes. Et on peut mettre en fait blue, red et white. Et là, bon, tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi il m'a sorti blue pour celui-là, mais ici avec a photo off, il arrive quand même à retrouver en fait les premiers, les deux c'est du blue, ici c'est du red, je pense potentiellement, en fait, avec soit la couleur ou bien c'est le fait que le rouge soit le plus proche pour cette image-là que le bleu et le white. Je ne sais pas pourquoi. Mais en gros, voilà, du coup, il arrive quand même à bien faire la classification, notamment ici, white. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est, comme a fait Mathieu avec la visualisation dans l'espace latent, on peut faire pareil avec du texte. Donc là, on a nos classes. Je reprends l'exemple de base qui était car, bird et flower. Et puisqu'on a du texte, en fait, on peut les voir comme des prototypes, comme les shots, ou c'est une sorte de moyenne de shots qui représente entre classes. Mais c'est au niveau du texte. Et on peut utiliser ça pour faire de la visualisation 2D. Donc là, ce que j'ai mis ici, on a nos trois classes, donc car, flower et bird. Ah, pardon. Et là, normalement, si ça marche bien, je devrais avoir du coup car ici. On devrait voir ici bird. Et pareil, bon, celui-là, des fois ça marche pas. Mais en gros, c'est une fleur, je vous assure. Ok, une fois qu'on a ça, en fait, on peut s'amuser à changer les classes prototypes en termes de texte. Donc là, je vais remettre l'exemple d'avant, c'est red, blue et yellow. Donc là, juste pour visualiser les classes. Et on peut, pareil, voir à quoi ça ressemble. Donc déjà, un truc qui sort, c'est que les exemples sont beaucoup plus groupés sur la frontière de décision. Donc en fait, on est un peu plus confus en termes de à quelle classe ça correspond. Et on peut voir, en fait, c'est les trois premiers exemples de Yellow, pardon, les trois derniers exemples de Yellow qui sont ici. On peut les visualiser dès que ça marche. Voilà. Red, là, Canard, il le met en tant que red. Et pareil pour Blue. En fait, c'est les fleurs. Bon, je pense que c'était... Ah bah, il s'est trompé sur celle-là, je sais pas ce qui se passe exactement. Mais normalement, c'est Yellow à laquelle il l'a faite. Potentiellement, il y a un bug. Euh, Ici, j'ai juste, puisqu'on a un peu de temps, donc j'ai rajouté un trou d'asset, donc c'est le asset de Mathieu avec les bâtiments. Donc là, que je reprends ici. Et on peut, pareil, faire du image retrieval avec. Donc là, je peux mettre green building pour retrouver un bâtiment rouge. Je peux faire un red building pour retrouver un bâtiment rouge. Pardon, vert pour le premier, rouge pour le deuxième. Et là, bah, du coup, pareil. Et en fait, on peut passer toute la journée à
bon, si je mets le rack, il les retrouvera pas. Mais on peut s'amuser. Ah bah si. Et ouais, voilà. Donc c'est assez puissant. Ouais. C'est vrai que c'est une chance. Ouais. Et là, j'avais mis un peu. Non, j'ai mis green green, mais on peut mettre. Juste pour visualiser en fait toutes les classes qui nous sortent. Là, white, c'est principalement du coup en premier, j'avais mis en haut, c'est tous les bâtiments blancs. Si je mets là green et différentiellement entre green et red building, là je peux pas tout afficher parce qu'il y a pas mal d'images, mais en gros les premiers correspondent aux bâtiments verts. Et c'est tout. Si vous avez d'autres questions ou des questions. Euh, ouais. Merci pour la présentation. Je me demandais par rapport aux représentations que tu as en 2D pour indiquer où sont tes exemples par rapport aux classes. Bah, en fait, c'est pas trivial de savoir qu'est-ce qui est représenté vu que tu représentes en dimension beaucoup plus petite que les embeddings. Donc je suppose c'est une technique de réduction de la dimension type TSNE. Elle est un peu différente que TSMI, Ok. parce qu'au final, on projette vraiment sur le problème de classification qu'on a. Et donc, les frontières de décision ne vont pas changer entre ce qu'on aura en grande dimension ou bien en petite dimension. Tu peux le voir comme, en fait, si tu as deux Ah. classes. Mhm. En fait, si tu fais ça dépend du classifier, mais si tu as un classifier type newscast-min, en fait, la frontière de décision sera entre les deux classes. Et en fait, tu peux projeter tout le problème sur cet axe-là entre les deux. Et donc, tu verras potentiellement en fait, comment ça agit en termes de distance par rapport aux frontières de décision à chacun de tes prototypes. Hmm. Ok, donc c'est une représentation qui est adaptée par rapport à ton classifieur linéaire, c'est ça? Oui, Ok, exactement. ouais, merci. Je pense que Nico veut faire une blague. Bah, je pense qu'il sort toujours la même image. Alors, bah, lui, c'est Ah, old. c'est accurate pour old. Bon, pour ugly, je vous laisserai juger. Après, on peut tester avec. Ou bon, c'est à la fois. Je pense que c'est en fait le fait de mettre building qui vraiment match pilotier. Ouais, si je mets ugly photo peut-être. Ah, en attendant, s'il y a d'autres questions. Bon. En fait, pour ceux qui sont à distance, il n'y a pas de questions parce qu'on vient d'avoir la pause café qui vient d'être livrée en présentiel. Donc je pense que tout le monde regarde la pause café. Du coup, on va clôturer là avant le break et on va reprendre à 30.